Bien, on va passer maintenant au Togo. Avant d'évoquer proprement le sujet qui parle de l'indice sur la démocratie qui est en recul selon The Economist, on va évoquer notre fait d'actualité survenu aujourd'hui même. Adam Adjournou, un contingent togolais touché au Mali. Oui, malheureusement, vous savez, c'est une semaine où le chef de l'État s'est beaucoup exprimé, ou même depuis l'annonce de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure de la France, oui, qui a annoncé, vous savez, en matière de renseignement, ce sont ces pays-là qui aident nos pays. Nous l'avons évoqué en début d'émission, en parlant donc de ces renseignements-là. Je pense que lorsque un grand service de renseignement comme la DGSE vient s'exprimer sur des motivations des djihadistes à pouvoir donc mener dans des attaques au niveau du golfe de Guinée, mais également au niveau des pays côtiers, cela inquiète et cela mérite donc de poser des questions. Mais aujourd'hui, nous pensons que avec cette expression au niveau même de la présidence, qui a eu quand même à les motiver par un certain nombre d'actes pour amener nos forces de l'ordre et de sécurité à être à la hauteur de la tâche. Si cela deviendrait, mais ce que nous ne souhaitons pas, malheureusement, il y a le contingent togolais de la force MINUSMA qui a été donc pris pour cible aujourd'hui, et d'après les premières informations, il y a 20 de nos militaires qui sont blessés. Pour le moment, c'est un bilan provisoire. Et je pense que nous avons disons, une mémoire envers ces hommes d'uniforme qui luttent, parce que quelque part, nous avons intérêt quand même à mobiliser ces forces-là, l'UTT, la MINUSMA, et comme nous l'évoquons d'ailleurs même au niveau de la CDA, ou comme la CDA a fait avec la force ECOMIP, on aurait pu, sans l'ONU, quand même avoir des contingents comme ça pour parer à toute éventualité, parce que ce sont ces pays-là aujourd'hui qui sont affectés. Donc moi, j'estime qu'on ne pourrait pas naturellement avoir, disons, des rapprochements avec cette visite-là du chef de l'État. On n'en sait rien. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, je pense que chaque jour que Dieu fait, ces hommes en uniforme de la République, méritent, disons, ce regard-là de nous, la population, parce que chaque jour que Dieu fait, ils sont quand même, ils risquent leur vie pour nous. Ils risquent leur vie pour nous. Et je pense que nous avons ensemble une mémoire particulière pour eux, et nous saluons, disons, nous implorons la grâce divine pour le rétablissement rapide de ces Oui, bien évidemment. Mais les militaires togolais, les forces de défense et de sécurité du Togo se battent chaque jour pour notre sécurité sur le plan national et international. Donc avec ce qui vient de se passer, on ne peut que leur souhaiter beaucoup de courage pour le rétablissement, qu'ils sachent qu'on les aime, qu'on est avec eux de tout cœur et de tout esprit. Justement, tous nos voeux de rétablissement donc à ces soldats togolais qui sont blessés officiellement aujourd'hui. On suivra l'information pour savoir qu'est-ce qu'il en est exactement. Bien, on va passer maintenant à notre sujet. Je parlais donc de cet indice sur la démocratie selon The Economist, eh bien, c'est un institut, un groupe britannique qui a publié le 3 février dernier l'étude sur l'état de l'évolution des libertés démocratiques et individuelles dans le monde. Cet indice mesure la propension d'un pays à être effectivement une démocratie dans l'ensemble de ses composantes. Eh bien, selon cette étude, en 2020, les libertés ont reculé de façon globale de 70% dans le monde en raison des restrictions provoquées par la lutte contre la pandémie liée au coronavirus. Eh bien, c'est le volet Togo qui nous intéresse particulièrement. Au cours de la période, le Togo s'est enfoncé dans la dictature, c'est l'indice qui le dit, classé 126e sur 167 pays avec 3,3 points en 2019. Le Togo s'est accentué à l'ombre de la pandémie Covid-19. Le pays est désormais à la 138e place sur 167 avec 3,1 points en 2021. Adam Adjournou, on comprend bien que ce n'est pas le genre de publication que les autorités ont envie d'écouter ni de vendre. On a vu comment on a fait la publicité autour du Lowy Institute, ou Lowy, je ne sais plus comment prononcer, Institute, parce que le Togo avait été bien classé. Mais là, le Togo n'est pas bien classé. De toute évidence, il n'y a pas que le Togo. Lorsque oui, mais on parle du Togo ce soir. Oui, des classements surviennent de toutes les façons et que votre pays est mis à l'index sur un certain nombre d'aspects donnés. Cela est un peu révoltant lorsqu'on prend les efforts consentis par les autorités pour amener
réellement notre pays a recouru naturellement cette liberté, parce qu'on ne peut pas parler de démocratie sans parler de liberté d'expression. Mais aujourd'hui, il est très difficile d'avoir des éléments d'appréciation pour motiver réellement disons ce rapport-là qui vient de naître, parce que lorsque nous prenons... On disait la même chose du Lowy Institute, non, puisque ces éléments d'appréciation sur lesquels ils se fondent sont relatifs. Nos pays ouest-africains aujourd'hui, parce que si nous prenons les libertés d'expression, aujourd'hui nous sommes face à des fléaux qui ne nous permettent pas d'être dans une logique donnée qu'eux ils souhaiteraient. De toute évidence, lorsque vous prenez que ce soit les pays sahéliens, que ce soit nos pays qui sont aujourd'hui à risque, et des pays fragilisés sur les questions terroristes, c'est tout à fait normal que les habitudes, les usages aussi changent. Mais si réellement, eux, ils font ces classifications, sans prendre en compte réellement donc ces motivations que nous vivons aujourd'hui, c'est dangereux, c'est grave. Cela ne peut pas permettre ou carrément amener les pouvoirs à pouvoir changer d'approche en ce qui concerne. C'est vrai que lorsque nous prenons la liberté d'expression aujourd'hui au Togo, nous l'avons toujours chanté, lorsque nous les vivons, mais ces derniers temps réellement, donc je pense que sur des motivations d'insécurité, etc., il faudrait réellement qu'on change aussi d'approche. Donc, parlant, donc, on va dérouler un peu un certain nombre d'approches liées, disons, à la démocratie dans notre pays. C'est vrai que nous avions vu, lorsque nous prenons les oppositions, nous avions toujours eu des dialogues qui ont permis aux oppositions de pouvoir s'exprimer librement, puisque c'est là où ça commence, de pouvoir s'exprimer leur désarroi face à un certain nombre d'aspects donnés. Voilà pourquoi, entre-temps, lorsque Firmin évoquait la question de légitimité, j'ai dit non, cette légitimité prend toujours en compte l'expression de l'opposition, ce qui est évident. Et si ça prend également la liberté d'expression, parce qu'on ne peut pas parler de démocratie sans prendre en compte la liberté d'expression, qui est assez, à mon avis, assez très expressive ces derniers temps. C'est vrai que... il y a beaucoup de restrictions. Quand on dit que la récréation est terminée, oui, tout à fait, cette récréation on a envie de régenter la presse comme je ne veux pas dire n'importe quoi. Et cela ne se motive pas des aspects donnés. C'est pourquoi je dis que lorsque ces instituts-là font les classements, il faudrait tenir compte de l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui, surtout dans nos pays sous-développés ou dans nos pays ouest-africains. Parce que j'ai évoqué la question du terrain qui est aujourd'hui d'actualité. Et sur cet aspect, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de formations liées surtout à ce qui concerne des journalistes, comment le traiter. C'est vrai que moi j'ai eu la chance de pouvoir donc assister à une formation où on a amené un expert des pays du Mali ou du Burkina Faso qui nous a aujourd'hui dit qu'en réalité, nous également, lorsqu'on prend des journalistes, essaie également de pouvoir donc motiver un certain nombre d'aspects sur lesquels travaillent les djihadistes. C'est vrai que nous prenons le Cameroun, etc. Ces questions sont toujours des questions d'actualité et qui ont amené d'ailleurs un certain nombre de journalistes à pouvoir donc goûter, disons, à la rigueur de la loi, compte tenu donc d'un certain nombre de maladresses constatées dans ces expressions-là. Mais au-delà de ça, je pense que parlant donc de la démocratie, comme je le disais tantôt, le Togo a eu à connaître pas mal d'élections, 3 élections ces dernières années. Ces élections, je pense que lorsque nous prenons l'opposition, c'est vrai qu'il y a des motivations qui permettent donc de pouvoir donc faire rejanter des arguments qui disant que voilà, des élections n'ont pas été transparentes, n'ont pas été telles ou telles. Mais aujourd'hui, nous voyons avec des élections annoncées, il y a toujours des cas de concertation. Et ces cas de concertation, au lieu qu'on prenne en compte, disons, des arguments faisant en sorte que les structures d'organisation de ces élections-là, puisque ces aspects-là puissent être pris en compte, on voit qu'il y a d'autres aspects qui ressurgissent, font qu'en réalité, on perd du temps à un moment donné, et donc la ligne média qui est tracée, on n'arrive pas réellement donc, à faire valoir des contenus qui puissent permettre de pouvoir donc, modifier un certain nombre de points pour éviter à ce que ces élections-là, lorsqu'elles sont organisées, pour éviter à ce qu'on ait de contestation en contestation, comme ce que nous constatons aujourd'hui. Firmin, sur ce rapport d'abord. Sur ce rapport, moi je dirais que c'est pas bon signe pour le Togo. C'est pas un très bon signe pour le Togo, surtout en ce temps difficile où il y a de contestations douces dans le pays, où les autorités sont en train de travailler à polir davantage l'image du Togo. On a vu le rapport tout récent qui faisait du pays le premier pays de la zone ouest africaine en termes de lutte contre le Covid-19, deuxième sur le continent africain. Donc pour le moment, ce dont on a besoin, c'est qu'on dise que tout ce que nous faisons est bien. Mais comme nous sommes sur la terre des vivants, la terre des humains, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais ce rapport est un peu méchant à notre endroit.
droit 137 ou 138 sur 167. Je pense que on a été trop sévère avec nous. Mais ça doit quand même nous aider à réfléchir, parce que dans la mesure où on doit se reconnaître, tout le monde reconnaît qu'aujourd'hui le Togo fait des efforts. Sur le plan de la démocratie, le Togo fait des efforts. Adam Adjouno a déballé un certain nombre de choses. Le Togo fait des efforts. L'opposition s'exprime, la presse, il y a eu assez de quoi à ce niveau, mais je vais revenir tout à l'heure. Il y a assez d'efforts, il y a quand même une certaine libre expression qui existe dans le pays. Mais moi, ce que je voudrais faire, observer, c'est comme... excusez-moi l'expression, c'est comme nous sommes dans un truc cyclique qui vient tous les 2 ans. J'ai une fois développé ça ici, mais ça vient encore enchérir ce que j'ai eu à dire ici. J'ai l'impression que depuis 2003, à chaque 2 ans, il y a quelque chose qui se passe. Vous imaginez, nous sommes en 2003, il y a demain mort, il y a demain, on organise l'élection présidentielle, 2 ans après, il est mort, et il y a eu des mouvements politiques dans le pays, il y a eu des morts, des blessés. C'était en 2005. En 2006, Faure Gnassingbé, avec l'accord politique global, a su anticiper. En 2007, on a organisé les législatives. On est allé en 2010, on organise l'élection présidentielle. Regardez, après l'élection présidentielle, on a fermé e-solaire. Vous imaginez un peu. Après l'élection présidentielle 2010-2011, comme ça, on fait une radio. Et il y a eu, en 2011, il y a eu ce procès d'attentat à la sûreté de l'État. Et maintenant, il y a un groupe de société civile. C'est en 2009, l'attentat. Oui, la tentative, c'était en 2009, mais le procès a été organisé en 2011. Oui, naturellement. Et ça fait bouger un certain nombre d'acteurs de la société civile, Zeus Ajavon, qui était président du CACITA à l'époque, de LTDH, des gens qui se sont levés pour parler de parodie de procès. Et aussi, il y a eu un groupe de journalistes qui a été formé, qui a été créé, SOS Journalistes en danger. Nous sommes en 2012 et on crée le CST, les mouvements qui s'organisent. Vous imaginez. Alors, 3 ans après, on organise la présidentielle. 2015, 2016, 2017, Liberté, on l'interpelle à la HAC, on la demande à la HAC, LCF fermé, City FM fermé, 2017 ou 2017, manifestation dans les rues. Tikpi à Tchadam. Vous imaginez, ça veut dire 2 ans, il y a quelque chose qui se passe après les présidentielles. Je pense qu'on doit essayer de réfléchir là-dessus. L'année passée, j'avais essayé de sortir une chronique, mais j'ai l'impression que le message n'a pas été écouté. Mais regardez encore ce qui se passe. On organise la présidentielle en 2020. Quelques temps après, un journaliste a des problèmes à la justice. Maintenant, on le condamne à la justice. Moi, je ne veux pas rentrer dans le fond, mais je suis en train d'exposer les faits. On le condamne à la justice. Après, qu'est-ce qui se passe encore? Ce journaliste, on suspend son journal. Et il y a eu quelque chose aussi qui s'est passé. Il y a eu un autre journaliste avec son journal, retraite de récépissé à la justice. Vous imaginez? Et aujourd'hui, avec tout ça là, il y a les acteurs de la société civile qui sont en train de rentrer dans le jeu, qui interpellent les autorités. J'ai l'impression que c'est comme les autorités même ouvrent la voie ou prépare à d'éventuelles manifestations. Autre chose que je peux encore ajouter, c'est que nous avons 2 opposants hors de nos frontières. C'est quelque chose de fondamental dont il faut tenir compte. Agbome Kodjo, qui est au Ghana, Tikpi à Tchadam, on ne sait pas là où il est exactement. Avec tout ce qui est en train de se passer, moi je dis, si on ne fait pas attention, en 2022, peut-être il y aura encore manifestation dans les rues. Alors, je vais rappeler juste les éléments qui permettaient donc à The Economist de faire sa publication. Se fonde sur 5 types de données, à savoir les processus électoraux et pluralisme, fonctionnement du gouvernement, participation à la politique, culture politique démocratique et liberté civile. Liberté civile, vous savez, avec la pandémie et toutes les restrictions qu'on a imposées, avec les interdictions systématiques des manifestations, si on retourne un peu en arrière, je pense 2019, la modification de la loi Bojona, la loi sur la manifestation, on ne peut pas avoir fait, il évoquait les fermetures de médias et tout ça, on ne peut pas avoir fait tout ça et penser qu'on va monter, qu'on va grimper dans des notations pareilles. Non, mais dans quel pays, lorsque nous prenons ces restrictions, dans quel pays ça a été donc autorisé? Ces rares sont les pays qui ont autorisé. Non, on ne dit pas que c'est le Togo seul qui est mal classé. Je le rappelle encore, mais on parle du Togo là. Moi, je pense que ce classement a un peu un goût d'inachevé, dans la mesure où, lorsque vous prenez ces libertés d'âme, on dit liberté civile. Et nous sommes dans une crise sanitaire.
Et je pense que lorsque vous êtes... Vous avez des pays occidentaux qui ont des bilans pires que ce que nous avons, où on manifeste. On n'empêche pas les gens de manifester. Mais nous n'avons pas les mêmes moyens. Chacun s'est campé, je le disais. Ce n'est pas une question de moyens, à cause des moyens qu'il faut empêcher les gens de jouir d'une liberté constitutionnelle. Non, de toutes les façons. Vous savez, chaque pays, j'ai dit qu'aujourd'hui, au niveau de l'intégration africaine, les intégrations dans nos sous-régions ne sont pas tellement exprimées, dans la mesure où chaque pays s'est recroquevillé sur ses moyens en prenant dans un certain nombre de mesures qui n'avaient pas été édictées par l'OMS, par exemple. C'est justement parce que les chefs d'État ou carrément les autorités ont pris en compte, disons, cette question sanitaire. Et bien avant, je pense que cette question n'est pas seulement liée au fait que nous étions dans une crise sanitaire. Lorsque on va fondamentalement interroger le passé. Vous prenez le chef de l'État lors de sa campagne présidentielle et nous sommes aujourd'hui pratiquement arrivés à une universalité donc, de l'assurance maladie. Ça veut dire que dans ces approches politiques-là, la question de la santé était donc essentielle. Et cette crise qui arrive également où dans nos pays, nous avons d'abord une économie assez fragilisée d'ailleurs même, donc ce qui fait qu'il faudrait prendre en compte ces aspects-là pour prendre un certain nombre de mesures. Oui, c'est pourquoi je dis que ce classement... Moi j'ai l'impression que ce que vous voulez dire, c'est dire le classement, lui, il tient compte de ce qui doit être. Non, ce qui maintenant, doit être, les situations qui font qu'on agit négativement sur ce qui doit être, ça n'empêche pas que ça fasse déclasser le pays. C'est pourquoi je dis qu'en réalité, avant ces classements-là ont un goût d'inachevé dans la mesure où nous vivons des réalités. J'ai parlé tout à l'heure de la sécurité qui ne permet pas aujourd'hui que ce soit au niveau des expressions, des libertés d'expression, des droits individuels, au niveau même de la liberté d'expression également, on doit quand même avoir des comportements assez adaptés à ces situations que nous vivons. Donc c'est pourquoi je dis, pour prendre ces dispositions-là, il faut tenir compte de tous ces aspects-là, de tout cet environnement dont nous vivons, et dire que voilà ce qui doit être, tout comme on était donc dans un environnement assez normal. Je parierais que le discours serait différent si le Togo avait été très bien noté. On n'aura pas fait de critique, on aurait trouvé, les autorités auraient même vendu ça comme le tableau de l'année. Personne ne l'a occulté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a encore quelques jours, je parlais du Lowy Institute ici, où quand on regardait dans le fond, on dit le Togo, deuxième meilleur pays de l'Afrique, a bien géré la pandémie. On regarde le bilan du Togo, le bilan d'autres pays ont des morts moins que le Togo, d'autres pays ont des situations mieux gérées que le Togo. Mais ça, on l'a vendu comme la notation du siècle. Souffrons également que quand on est déclassé, on puisse le dire. Non, on est déclassé, certes, mais quelque part, personne n'a... On ne va pas nous dire ça tient compte de ceci, ça tient compte de cela. De toutes les façons, je pense que si ces classements sont faits la plupart du temps, je pense que ce sont des classements aussi qu'il faut aussi positiver. Ça permet réellement de pouvoir s'améliorer. S'améliorer, de prendre en compte un certain nombre de choses qui ne sont pas passées. C'est la même chose lorsque nous prenons surtout au niveau de la Suisse, ce qui se fait annuellement, etc., au niveau des droits de l'homme. Oui, je pense sauf qu'ici, on n'a pas eu de recommandations. On n'a pas eu de recommandations après ce classement. Ils font leur notation. Ils font leur notation. C'est pourquoi je dis que ce sont des notations qui ont des goûts d'inachevé, parce qu'ils n'ont pas pris en compte l'environnement dans lequel nous vivons, les réalités que nous vivons, et ces réalités vont de pair avec les moyens que nous avons. D'accord, moi je note simplement que si c'est positif, on le communique bien. Non, on a vu ça, Depuis la présidence jusqu'à ici, on a vu comment on a vendu ça, le Lowy Institute, comme la réussite du bac. Ça me rappelle quand on réussit au bac, comment on est kilomètre et quoi. Au fait, moi, le rapport est très sévère. Moi, je l'avoue. Est-ce que le Togo n'a pas fait des choses qu'il mérite? J'ai pas compris. L'interdiction de manifestation tout au nom du coronavirus. Mais il y a eu des choses également. Oui, non, c'est-à-dire c'est comme... comme quoi, par exemple? Le pluralisme d'expression que vous avez cité, je ne pense pas... Ils tiennent compte d'un certain nombre de situations pour déclasser et pour surclasser le fonctionnement du gouvernement, participation à la politique, culture politique démocratique, processus électoral, pluralisme, liberté civile. Ils tiennent compte des éléments, des données factuelles. Moi, je dirais que c'est le Togo qui a prêté le flanc, c'est tout. C'est le Togo qui a prêté le flanc. Parce que vous savez, ce qui s'est passé, surtout lors de la première, la gestion de
la première gestion du couvre-feu, si on pouvait le dire ainsi. Oui, ça voilà, vous évoquez ça très bien. Il y a eu des situations pareilles où on a tué des gens. On a tué des gens. Et on ne peut pas nous dire qu'on ne va pas déclasser. Oui, c'est ça. Donc, sur ce point, on ne peut pas applaudir les deux mains le Togo sur le plan de la démocratie. Non, regardez. Oui, alors, donc la note reflète ce qui s'est passé. La note, en réalité. C'est l'année 2020 qui est notée. Oui, c'est l'année 2020. Et c'est là où je dis que c'est trop sévère. C'est comme ça, noir. Tous les efforts que nous avons eu à faire par le passé, c'est mon pays, Après tout, vous imaginez, ça noie tous les efforts que nous avons faits. Sur le plan de la liberté d'expression, on était en position enviable. Sur le plan politique, sur un certain nombre de plans, on était en position enviable. On pouvait être applaudi. Mais je pense que c'est le coronavirus qui a noyé tous les efforts que nous avons faits. Moi, je ne suis pas très fan de ce rapport parce que ça met en difficulté tous les efforts que nous avons faits. 2020, c'est la crise sanitaire et tout. Vous savez, quand à des situations exceptionnelles ou à des circonstances exceptionnelles, des mesures exceptionnelles, c'est comme ça. C'est ça en réalité. C'est le coronavirus qui a obligé à restreindre un certain nombre de libertés. En réalité, on peut mettre tout sur le dos du coronavirus de mars à décembre. C'est le coronavirus. C'est pas nous-mêmes. On ne s'est pas levé. Le pays ne s'est pas levé pour restreindre la liberté. Le coronavirus était des confinements total 2 fois par-dessus. Oui, ça c'est pas bien. On a vu déjà manifester en France. Oui. Le coronavirus, c'était juste la Libye qu'on cherchait pour régler un certain nombre de situations. Non, je dirais pas, mais c'est que les autorités togolaises ont profité du coronavirus. Oui, c'est la même chose que je dis. Non, c'est pas la même chose. Le coronavirus est arrivé, on dit politiquement, Adam. C'était une aubaine. C'était une aubaine, très bien. C'était une aubaine. Politiquement. Le coronavirus n'en est pour rien, on prend des dispositions là. Non, c'est-à-dire. On avait modifié la loi sur les manifestations avant le coronavirus. Parce qu'on avait quelque chose en vue. Ça, on n'oublie pas. Donc, vous imaginez. Alors, on ne va pas aller restreindre des libertés. Dire que vous ne pouvez manifester que de 11h à 17h, alors qu'avant on manifestait de 6h à 22h. Hein? Sans nous dire qu'on n'avait pas aucun objectif en vue. Non, ça, moi je dirais simplement que c'est le coronavirus qui nous a noyés, c'est tout. Vous imaginez, le coronavirus est arrivé, bon, les politiciens qui sont au pouvoir en ont profité, c'est normal. Peut-être on sera à leur place, on ferait de même. Vous imaginez, qu'est-ce que sur le plan politique, nos adversaires sont, on peut leur interdire un certain nombre de manifestations. C'est ne pas profiter du coronavirus, mais ce n'est pas être politicien, ça. Donc, politiquement, sur le plan santé, ça regroupe tout le monde, c'est le plan, c'est national. Mais sur le plan politique, on peut en profiter, on dit, mais nos adversaires vont trop nous déranger. Est-ce qu'on ils demandent à manifester, on peut leur restreindre un certain nombre de libertés. Moi, je dis que ça ne vient pas, au fait, de la volonté manifeste de ceux-là qui nous dirigent, mais ça vient de ce que le coronavirus nous a imposé. C'est ça, comme ça, moi, je l'interprète. C'est le coronavirus qui engendre toute cette situation-là. Sinon, ce n'est pas volontaire. Ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas volontaire. Note justifiée. Bon, non, vous savez, ça non, laissez Philbert répondre à la question que j'ai posée. Ce qu'ils disent, moi je dis, ils sont sévères, mais ils n'ont pas tort. D'accord. Adam? Non, moi je pense que c'est vrai que c'est une note qui va être diversement appréciée dans la mesure où nous sommes dans une disparité assez énorme. C'est pourquoi lorsque nous faisons un peu la sommation de tous ces points-là, moi je pense qu'il y a des points où le Togo devait être bien coté. C'est vrai sur d'autres aspects, comme je le disais, c'est une évidence parce que lorsqu'on prend cette restriction de liberté avec tout ce que vous venez de citer, c'est une évidence. Je prends par exemple un exemple palpable. Avant même la visite du chef de l'État au niveau même de ce garnison-là, j'ai vu, nous avions vu le maire du Golfe 7 qui a pris un certain nombre de mesures. C'est vrai que ces mesures, lorsqu'il va les déployer, ça frise un peu les libertés individuelles et les droits fondamentaux. Il dit par exemple qu'il a constaté que dans sa localité, dans sa commune, d'abord c'est une commune frontalière du Ghana, et il a constaté qu'il y a beaucoup d'édifices qui pleuvent dans sa commune, où les gens viennent séjourner, on ne les connaît pas, ils viennent, ils ne sont pas des cours communes. Et c'est normal. On ne va pas nous dire que voilà, on met une cellule de veille citoyen en place qui permettra donc de prendre les identités de tous ceux qui viennent visiter dans ces localités-là, etc., pour réellement faire des remontées. C'est comme ça que ces djihadistes ou ces gens mal intentionnés viennent frapper. Et disent qu'on met ces dispositions en place. C'est vrai que d'aucuns croiront que voilà, ça frise la liberté. Mais est-ce que ce ne sont pas de bonnes dispositions à prendre pour lutter contre ou anticiper sur un certain nombre de choses qui arrivent? Quelque part, de toutes les façons, c'est pourquoi je le disais, quelque part, au lieu de dire que voilà, le Togo est mal noté, donc on va se reconfier sur nous en disant que voilà, c'est mal fait, etc. Il y a des points de positivité à prendre en compte et à s'améliorer.
Mais quelque part, d'autres points, le Togo peut, du jour au lendemain, pendant 10 ans, à partir du moment où nous vivons avec ce terrorisme-là, il y a certaines libertés, en témoin d'ailleurs même ce dispositif pris aujourd'hui par la HAC, que nous apprécions diversement. Mais quelque part, lorsque nous poussons un peu les réflexions, je pense qu'il y a un pas de positif à prendre dans ces aspects-là qui s'expriment. Le pays n'est pas prêt à pouvoir aller à l'encontre. À partir du moment où il faut s'améliorer. Il faut s'améliorer, mais tant que cette question est là, ce n'est pas cette notation qui va venir. Oui, mais il faut faire la part des choses. Se dit entre application des mesures restrictives et respect des libertés, parce que toute chose doit respecter, en tout cas, les libertés, respect des libertés. Comment on fait le juste milieu pour ne pas apparaître comme en train de brimer les droits fondamentaux des citoyens? C'est la grande question. On ne peut pas. C'est difficile d'avoir une adhésion totale de la population sur ces questions-là. C'est pourquoi je dis quelque part, il faut améliorer le dispositif mis en place et en faisant en sorte que cela soit beaucoup plus exprimé dans une méthode assez plus souple, pour ne pas dire que voilà, nous, le gouvernement ou l'exécutif va avec des dispositions assez fortes pour dire que voilà, il y a des répressions. Il faudrait faire expliquer cela pour que la population même adhère. Non, Adam Adjourou, vous n'avez même pas à justifier ça. Ce que vous dites, au fait, vous avez raison. Mais sauf que le rapport ne devait pas tenir compte de 2020 en réalité. Parce que nous sommes dans une situation annuelle. Oui, combien quand ils sont nés en 2021, ils font l'année N-1. Oui. Donc, même, regardez, par exemple, comme nous sommes dans une situation d'état d'urgence, il y a déjà restriction des libertés. État d'urgence fait appel aux restrictions des libertés, c'est fondamental. Donc c'est normal qu'on viole. Excusez-moi. Que la France même fait des réunions de défense. Oui. Nous ne sommes pas dans une Regardez, quand on parle d'état d'urgence en France, on interdit systématiquement les manifestations. On dit à ce niveau, on ne veut pas de manifestation. À ce niveau, on ne veut pas un groupe de 10 personnes, de 15 personnes. C'est une restriction fondamentale de liberté. Donc, et c'est pour ça que moi je dis, bon, ce qu'ils disent, c'est justifié. Mais du moment où on fait venir l'état d'urgence, du moment où on fait venir le coronavirus, dans ce rapport, au fait, ne flingue pas trop le Togo. Parce que nous avons vécu dans une situation exceptionnelle qui, naturellement, doit violer les règles de droit. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc quand on parle d'état d'urgence, Adam Adjourou, quand on parle d'état d'urgence, il y a violation systématique des règles de droit. Ça, c'est normal dans tous les pays au monde. Donc ce qu'on dit, ce que vous dites, c'est que, j'allais dire, moment exceptionnel, mesure exceptionnelle. Notation exceptionnelle. La notation, elle est exceptionnelle, mais elle doit être quand même... C'est-à-dire la notation ne tient pas compte de l'existence, c'est-à-dire de la raison pour laquelle... Non. Elle tient compte d'une situation de départ où on est à une situation intermédiaire et on se dit, il y a eu recul ou non par rapport à la situation de départ. Oui, et on constate qu'il y a recul. Non, mais on constate qu'il y a un recul, mais un recul qui est justifié. Oui, on regarde la loi. Ne justifie pas ça. Voilà, la notation. Même nous, on peut expliquer. Oui, Adam Adjourou, je vous permettez. Mais est-ce que ces restrictions de liberté nous ont permis quand même de gagner des points? D'autres pas. Peut-être en témoin d'ailleurs même la bonne facture que le Togo a eu dans la gestion de la crise. D'ailleurs même, c'est vrai que ces libertés nous ont permis de se tirer d'affaire. On n'a pas eu à mobiliser beaucoup de moyens pour avoir des hôpitaux submergés qu'on aurait pu à contenir, avoir des morts d'hommes, etc. Je pense que si ça en tient seulement au rapport, on prend acte, toute la population togolaise prend acte, mais quand même nous avions eu quand même des gains, des bénéfices que nous avions tirés et nous a permis quand même de sauver des vies. Non, moi je dis simplement qu'en réalité c'est un recul qui est justifié, qu'on peut défendre. Et si moi je peux défendre ce recul parce que c'est un recul qui n'a pas été volontaire, parce que c'est une situation qu'il fallait sauver sur le plan national. C'est une situation exceptionnelle qui s'est imposée. On ne pouvait que ça. On ne pouvait que faire ça. C'est comme ça. Donc, on ne pouvait que restreindre... Oui, on ne pouvait que restreindre les libertés. C'est là où je dis, le rapport devrait tenir compte de notre situation d'état d'urgence. Parce que de l'environnement systématique dans lequel on vivait. Vous imaginez. Donc, en réalité, c'est un recul qui est justifié, qui n'est pas volontaire. Ça n'a pas été provoqué. Mais sauf que moi, je voudrais que les autorités en tiennent compte pour qu'on évite des crises à l'avenir. Merci beaucoup, Firmin. Merci à Adam Adjourou. Merci à tous.